Grace Codindo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter de venir dans Sans Filtre, l'émission où toutes les questions sont permises et posées sans tabou. Vous êtes docteur Grace Codindo, vous êtes médecin gynécologue, première femme médecin du Tchad. Il faut le préciser, vous avez 50 ans de carrière. Vous venez récemment de célébrer vos 50 ans de carrière. Toutes nos félicitations à vous d'abord pour l'excellent travail que vous faites et votre parcours. On va permettre à la nouvelle génération, sinon à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, on vous laisse le temps de vous présenter, de nous parler un peu de votre parcours. Resalutations encore. Merci. Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez de parler aux petites filles, aux petits garçons, aux parents, surtout aux parents, aux enseignants, à tous ceux qui ont eu à encadrer des petites filles. Yes, sir. Parce qu'en fait, mon histoire, c'est la même que pour la plupart des petites filles tchadiennes à partir de l'école primaire. Et à part quelques différences dans certaines opportunités, certains encadrements, c'est la même vie que les petites filles de mon âge avaient. Donc, merci de me permettre de partager ces expériences-là. C'est un honneur pour nous. Hein. Voilà, avec eux, quoi. C'est ça. Alors, votre parcours étudiantin, peut-être scolaire, vous avez fait l'école primaire ici au Tchad, vous avez eu votre bac, et après, comment ça s'est passé pour que vous deveniez médecin? Voilà, donc, Dieu merci déjà, le bac à l'époque, pour les gens de ma génération, c'est ça. Le lycée Félix Eboué que vous voyez là, c'était un lycée français. C'était un lycée français et il y avait quand même beaucoup d'aide. Et on avait beaucoup de professeurs, Dieu merci, à l'époque, qualifiés. C'était des Français. Hein. Oui. Tous nos professeurs étaient des Français. Même les professeurs d'EPS, il a fallu un certain temps avant d'avoir... Et ce n'était pas n'importe quel professeur d'EPS. C'était Idriss Mahamat, c'était Ahmed Issa, donc c'était les champions d'Afrique, qui étaient même les professeurs d'EPS. Donc on avait quand même ces avantages qui étaient là pour nous. Oui. Et on avait un vaste choix. Moi, déjà, la première différence qui a marqué ma vie, c'était le comportement de mes parents, en particulier mon père et ma mère. Mon père, à l'époque, on peut dire que c'était un homme qui voyait toujours un peu loin pour ses enfants, et surtout ses filles. C'est ça. D'ailleurs, il me disait que j'attends les mêmes progrès, j'attends les mêmes efforts de vous, mes filles, comme mes garçons. Exactement. Et je voudrais que vous pensiez d'abord, avant tout, à avoir un métier, une profession. Et quand vous aurez une bonne profession, ça va même faire courir les maris. Donc d'abord, chercher une profession. Et il m'a toujours encouragé à étudier. C'est ça. Vous avez eu votre bac et vous êtes parti pour les études. J'ai eu mon bac français. Oui. Je suis parti, j'ai eu la chance d'avoir également une bourse canadienne. À l'époque. D'accord. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais j'ai eu cette chance d'avoir une bourse du gouvernement, l'Agence canadienne de développement international. Donc le gouvernement fédéral canadien qui m'a offert une bourse. Sauf qu'à leur arrivée, à mon arrivée, pour eux, ils ont considéré comme étant, il fallait d'abord un bac canadien et non pas seulement le bac français. Donc, ils ne m'ont pas permis d'entrer à l'université. J'ai dû faire 1 an à Montréal pour faire le bac français. Avant d'être bac canadien. Bac canadien, pardon. Pour faire le bac canadien avant d'entrer à la faculté de médecine de l'université de Montréal à Montréal. Très bien. Et vous avez fini votre étude de médecine, vous avez commencé à travailler là-bas, ou vous êtes revenu au Tchad aussitôt? Je n'ai pas commencé à travailler, mais j'ai fait mon internat. Parce que dans la plupart des cas en médecine, quand vous avez eu votre doctorat en médecine, vous faites une sorte d'internat. C'est-à-dire qu'on vous aide à faire les premiers pas en tant que médecin. D'accord. Donc ça, j'ai eu à le faire. Et là encore, c'est peut-être ce que Dieu a fait, mais j'ai eu à faire ça dans plusieurs hôpitaux pour me permettre de faire la main. C'est ça. Parce que ce n'est pas juste d'avoir un diplôme, il faut faire la main sous surveillance. Donc j'ai fait cette main sous surveillance, j'ai fini donc mon internat et
je suis retourné au Tchad. Au Tchad, vous avez travaillé dans plusieurs secteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être en peut-être 2 minutes, dans quels sont les postes que vous avez occupés, quels sont les secteurs dans lesquels vous avez travaillé, dans quel hôpital, et avant que, voilà, peut-être, où est-ce que vous avez passé vos 50 ans de carrière, je voudrais dire. Peut-être de manière brève. De manière vraiment, parce que là ça va être très long. Si je peux parler de 50 ans, c'est trop long. C'est trop long. Bon, dans tous les cas, mon premier poste d'affectation, c'était à l'hôpital général. Bon, à l'époque, on appelait l'hôpital central. L'actuel hôpital général de référence nationale. Donc, j'étais affecté à un service qui était appelé à l'époque le service des indigents. C'est-à-dire les pauvres des pauvres. D'accord. Les gens très pauvres, là. C'est ça. Donc, j'ai eu à traiter, à travailler dans ce département de médecine 1, qui après est devenu cardiologie. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est considéré comme cardiologie. Donc, j'ai eu à travailler jusqu'aux événements du 12 février 1979. D'ailleurs, les événements du 12 février 1979, j'étais en train de travailler sur un malade. Et je ne savais même pas ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, je travaillais sur le malade. Et quand j'ai fini par sortir, l'hôpital était déjà vidé. Ah ouais. Donc, je sors, je ne vois plus personne. Je commence à poser des questions, tellement j'aimais mon travail. C'est ça. Je n'ai pas vu que les choses étaient en train de changer en plein N'Djamena. C'est ça. Donc, un monsieur qui avait un abcès de foie, je l'ai traité, je sors, je trouve que l'hôpital a été pratiquement vidé. Donc, je suis sorti à pied sous les balles, ça pleuvait. C'était autour de 14h, 15h. Donc, j'ai pu sortir et je voulais traverser la grande rue derrière l'école centre là, pour Ambassana. Là. Donc, je tombe sur un de mes oncles paternels. C'est ça. Il pensait que j'étais un fantôme. Ah oui. Parce qu'à 16h, le 12 février, tu ne vois pas les gens dans les rues. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Et après ça, évidemment, on est rentré au sud. Et ça a continué comme ça. Et vous avez fait aussi vos parcours au sein du ministère, vous avez été directrice au sein du ministère. Directrice de la santé et de la reproduction. Comme après les événements, je suis allé faire ma spécialité en gynécologie obstétrique. C'est la reproduction humaine. C'est ça. Et j'avais même maintenant mon master en santé de la reproduction, en gynécologie obstétrique. Donc, au retour, je suis nommée directrice de la santé de la reproduction. La question que moi je vais vous poser, mais il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez devenir enseignante, peut-être vous pouvez devenir ingénieur. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la médecine plutôt que d'autres filières? Bon, selon ma mère, ma mère me disait qu'elle était souvent malade. Alors que je lui disais, j'avais 3 ans, je disais à ma mère, moi, je vais être médecin, je vais me charger de toi. C'est ça. Donc je vais te soigner. Et alors, pour elle, là, j'aurais commencé par ça. Et puis il faut dire que mon père, quand j'étais au CE1, CE2, mon père voyageait beaucoup et il ramenait beaucoup de journaux des pays de l'Afrique de l'Ouest et autres que parler des femmes, des sages-femmes, des ça. Donc il m'a dit, tu peux devenir la même chose que ces femmes si tu étudies. Donc mon père m'a un peu poussé vers ça aussi. À l'époque, très peu de jeunes filles, on va dire, poursuivent les études, poussent les études beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui vous a donné à vous l'ambition d'aller jusqu'au doctorat, d'obtenir votre doctorat en médecine et de pousser encore vers les spécialités? Oui, c'est une question très intéressante. Parce que comme vous le dites, à l'époque, ce qu'on mettait devant les filles pour qu'elles puissent le faire, c'était de trouver un mari. Et même après mon bac, j'avais même des tantes maternelles qui disaient, mais c'est fini, non, elle peut maintenant se marier. Donc c'était le mariage qui était l'option. Mais les discussions avec mon père m'ont amené à penser qu'il y a d'autres options que le mariage pour les filles. Est-ce que c'était difficile pour vous d'être médecin, femme parmi les hommes, d'être dans un environnement dominé par les hommes, mais vous êtes la première femme médecin du Tchad, il faut le préciser. Est-ce que c'était difficile pour vous d'être parmi les hommes, d'être dans un environnement qui est dominé par les hommes et d'exercer en tant que médecin? Je suis la première femme gynécologue obstétricienne, mais je ne suis pas la première femme médecin. Il y avait eu d'autres avant moi. Ça n'a pas été facile parce que j'étais très mince à l'époque. Et quand les gens entraient, on ouvre la porte et regarde, ils disent non, le médecin n'est pas encore arrivé. Parce qu'on s'attendait à voir un homme. Et encore quelqu'un de grand costaud. Mais pas une petite fille mince comme ça. Là. Non, ce n'était pas le médecin. Ça n'a pas été facile dans tous les cas. Et ça a continué pendant quand même longtemps. Qu'est-ce que vous avez ressenti
de savoir que vous êtes la première femme gynécologue obstétricienne. Est-ce que vous avez trop de pression? Est-ce que vous êtes surchargé? Parce que là, vous êtes seul. Tout le monde a besoin de vos services. Absolument. À l'époque, comment vous faites pour gérer cette pression-là? Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et vous savez, le travail de gynécologue obstétricien, ça demande beaucoup de pression. Il n'y a pas d'heure pour travailler. C'est ça. Donc, on peut m'appeler à 1h du matin. Je prends ma pick-up, je conduisais une pick-up à l'époque. Donc, je peux prendre ma pick-up à 1h du matin, 2h du matin, conduire seul pour venir à l'hôpital, opérer une femme ou travailler. Et je repars et je reviens travailler toute la journée. Donc, c'est comme ça que mon fils est né. J'ai des enfants aussi. Oui, bien sûr. Mon fils a fini par dire que maman, moi là, je ne vais pas être médecin et je ne vais pas épouser une femme médecin. Je ne te vois jamais. C'est la question que j'allais vous poser justement parce que il faut être toujours présent. Et toi à l'hôpital, est-ce que vos enfants, c'est vrai que les enfants vous ont déjà reproché d'être souvent absente à la maison? Si, mon fils aîné a dit qu'il a effectivement, il n'a jamais accepté de devenir médecin ni d'épouser une femme médecin. Alors, très bien. Alors, aujourd'hui, avec tout le parcours que vous avez eu, 50 ans de carrière, c'est pas quand même 50 mois, c'est pas 50 jours, c'est 50 ans de carrière. Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent? Parce que on est arrivé à une époque, certainement, où on voit que beaucoup de femmes meurent en donnant la vie. Alors, pour vous, qu'est-ce qui est à l'origine? Quels sont les cas les plus fréquents que vous rencontrez? Quels sont les problèmes qui causent très souvent la mort de ces jeunes mamans qui meurent en donnant la vie? Ouais. Les complications de la grossesse et de l'accouchement. Donc, elles vont développer une grossesse, puis à un certain moment, elles vont commencer à avoir des hémorragies, ou elles vont avoir de l'hypertension, ou elles vont avoir toutes ces complications qui amènent la mort le plus souvent. Et souvent, les femmes habitent très loin, les moyens de déplacement n'existent pas, les moyens financiers pour avoir accès aux soins de qualité font défaut. Avant qu'on amène la femme, elle peut mourir aussi. Donc, je voyais que c'était une cause qui a tué beaucoup de femmes, surtout les femmes d'un certain milieu socio-économique qui n'ont pas accès aux soins qu'il faut. Elles ne font pas de visite. Il y en a qui ne font pas la visite. Exactement. Elles arrivent à l'hôpital que le jour de l'accouchement. Elles arrivent trop tard. Elles ne savent même pas que pour elles, la grossesse, l'accouchement, ce sont des choses que Dieu amène parce que la grossesse, ça vient de Dieu. Donc, imaginez que ça peut aussi tuer une femme. Elle n'arrive pas à y croire. Donc, l'ignorance, la pauvreté, le manque de services de qualité, tout ça, ça contribue ensemble. C'est ça. En 50 ans, aujourd'hui, d'où vous êtes venu, hein, vous avez exercé pendant 50 ans, quand vous prenez votre époque au début de votre carrière aujourd'hui, est-ce que vous estimez quand même qu'il y a eu un peu de progrès dans le développement de la santé de la femme, hein, surtout de la mère? Je salue l'importance du mot un peu de progrès, un peu, mais pas autant qu'il faut pour que le Tchad, parce que le Tchad actuellement est parmi les pays avec le taux le plus élevé de mortalité maternelle, malheureusement. Mais je pense qu'il y a eu des progrès. À partir du moment où on va mettre au service de toutes les femmes enceintes, où qu'elles soient. Y compris les femmes rurales. Y compris, mais justement, j'allais venir sur les femmes rurales. Quand je dis où qu'elles soient. C'est ça. Où qu'elles soient. Donc les femmes rurales, les femmes qui vivent dans les villes mais qui sont dans des milieux pauvres, qui ont du mal à accéder aux services de qualité, ces femmes-là, si on arrive à mettre à leur disposition tout ce qu'il faut pour les sauver, quand les complications vont se développer, on va commencer à réduire la mortalité maternelle. C'est la même chose en Occident, mais avec le développement, avec l'augmentation du nombre de sages-femmes, des médecins, des équipements, des médicaments, ils ont réussi à réduire sensiblement. Et on peut faire la même chose au Tchad si on met au service de ces femmes-là, partout où elles sont, quel que soit leur niveau de pauvreté, on arrivera. Peut-être la couverture santé universelle, on espère qu'elle sera appliquée dans notre pays. Alors, aujourd'hui, la santé reproductive demeure parfois un tabou, un sujet tabou dans certaines sociétés, dans notre société même ici en capitale, où les gens sont instruits, éduqués parfois. Parler de la reproduction demeure un tabou. En tant que médecin, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour essayer de briser ces barrières-là? Il faut éduquer. Il faut éduquer les femmes.
il faut éduquer les parents. Je reviens encore à mon père. L'éducation que mon père m'a donné et comment il m'a encadré, je crois que c'était essentiel. Surtout les parents, les pères en particulier, donnent la même importance à l'encadrement de leurs filles comme de leurs garçons. On va beaucoup avancer. Mais il y en a qui laissent carrément ça à leur mère parce que pour eux, la fille doit apprendre à cuisiner, donc ça dépend de sa mère. Mais si le père s'intéresse particulièrement également à ses filles, je crois que beaucoup de choses vont changer. Très bien. Alors, le médecin, aujourd'hui, tchadien, dans quelles conditions exerce-t-il? Les médecins tchadiens continuent encore à avoir beaucoup de difficultés à exercer, surtout dans les provinces où il n'y a rien. Les provinces pauvres du Tchad, ils n'ont pas grand-chose. Parce que en tant que médecin, on ne peut pas soigner ou guérir les gens avec les mains. Il faut des équipements, il faut les médicaments. Il lui faut ce qu'il faut pour pouvoir arriver à diagnostiquer le problème, à traiter le problème d'une manière juste, qualifiée, à poser un diagnostic. Parce que beaucoup d'entre nous encore vivent dans un endroit où on n'arrive pas à poser un diagnostic. Or, sans un diagnostic correct, ça va être difficile de trouver un traitement approprié. Exactement. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez déjà répondu un peu, vous êtes médecin. Vous avez pendant longtemps, environ 50 ans, je vais dire, pas environ, vous avez pendant 50 ans exercé en tant que médecin. Comment vous arrivez à concilier votre fonction de médecin avec votre fonction de mère au foyer, d'épouse, je vais dire? Comment vous arrivez à gérer ça? Peut-être que ça va inspirer d'autres jeunes, mais ça va aider certaines jeunes filles qui sont en train de travailler aujourd'hui. Je crois que c'est une question à laquelle beaucoup de femmes, que ce soit ici au Tchad ou en Europe, parce que j'ai eu à travailler dans les 5 continents du monde. Et toutes les femmes dans ces 5 continents ont des difficultés, ont des problèmes. Mais d'une part, il y a quand même quelque chose qui va en souffrir un peu. Et ce n'est pas facile. La femme doit toujours un peu y perdre quelque chose. Les enfants aussi certainement. Le mari bien sûr. Donc, il faut se sacrifier quelque part, mais en se sacrifiant et en ayant un conjoint qui comprend que la médecine pour une femme, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce et qu'il faut l'appuyer dans ça. Les choses vont marcher. Sinon, ce n'est pas facile. C'est ça. Vous avez parlé de sacrifice. Alors, je vais vous poser une question. Non, sacerdoce comme pour les prêtres là. Oui, bien sûr, sacerdoce, bien sûr. Mais vous avez parlé aussi, vous avez dit qu'il faut beaucoup de sacrifices pour pouvoir essayer de gérer ça. Alors, quel est le plus grand sacrifice que la médecine vous a imposé de vos 50 ans de carrière? C'est qu'on devient médecin pour pouvoir sauver la vie des gens. Et ici, il faut sauver la vie des gens, je pense, me sacrifier. Comme je vous le disais, je prenais ma pick-up seule à 1h du matin, 2h du matin pour conduire et aller à la maternité, opérer les gens et revenir et repartir. C'est ça. Ça, c'est un côté, c'est un certain sacrifice. Exactement. Alors, vous êtes aujourd'hui enseignant. En plus d'être médecin, vous avez enseigné également en faculté de médecine. Qu'est-ce que vous constatez chez les jeunes médecins d'aujourd'hui? Je crois que dans notre temps, il y avait quelque chose que je vois assez peu aujourd'hui. C'est que les jeunes médecins, beaucoup d'entre eux veulent aller vite. Moi, je me rappelle quand j'étais revenu du Canada, médecin, je partais avec une petite mobilette. Je passais devant le lycée Félix Eboué. Et ça me dérangeait un peu. Parce que je me suis dit, les enfants qui sont au lycée Félix Eboué, qui m'ont vu rentrer médecin, formé en Amérique du Nord, et qui allaient avec une petite mobilette, ils vont dire, mais c'est ça là, il faut devenir médecin pour en arriver à ça. Il y en a qui peuvent dire ça. Exactement. Voyez-vous? Donc ça me gênait un peu que je ne les inspire pas. Parce qu'ils veulent aller vite. Belle voiture, belle maison, ceci, cela. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que j'aimais la médecine. J'aimais soigner les gens, j'aimais les gens. C'était une passion. C'était une passion. Je ne me voyais pas faire autre chose que ça. Et je n'ai pas regretté. Évidemment, je n'ai pas construit une maison en étage. Je n'ai pas acheté une voiture hyper luxe, mais je ne le regrette pas une seule seconde. Mais vous avez sauvé des vies. J'ai sauvé des vies. C'est ça.
Et ça qui m'intéressait. C'est ça. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir de la médecine dans notre pays? Une très bonne question. Et je pense que ça, ce n'est pas moi seul qui peut répondre à la question. Même vous, en tant que journaliste, vous pouvez aider à répondre à cette question. Causer avec les jeunes là, qu'est-ce que vous voulez dans la vie exactement? Qu'est-ce qui peut dire qu'en tant qu'être humain, je suis venu, j'ai fait ce que je dois faire? Et c'est là où les conseils, c'est là où la religion peuvent aussi aider. Parce que j'ai choisi la médecine pourquoi? Pour aboutir à quoi? C'est une question qu'il faut se poser et chercher à trouver des solutions. Et on peut y réussir. Moi, j'ai trouvé mes solutions, que c'était ça ce que j'ai choisi. Je ne ferai pas autre chose. C'est ça. Alors, vous êtes aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles nous suivent, hein? Beaucoup de jeunes filles sont en train de nous suivre maintenant. Si vous avez des conseils à donner en tant que mère, en tant que gynécologue, quant à l'entretien, l'intimité, peut-être de la jeune fille, mais quels conseils vous avez à donner aux jeunes filles qui nous suivent aujourd'hui? Non, je pense que beaucoup de gens croient des choses qui sont impensables et qui pensent qu'il faut le faire. Par exemple, les gens mettent trop d'importance sur, par exemple, l'hygiène ou prendre des médicaments, se nettoyer les organes génitaux, que ça peut avoir un effet. Mais ça n'a pas effectivement un effet. Si vous sentez qu'il y a un problème, un symptôme, allez voir un médecin. Mais n'utilisez pas des écorces, des écorces, des armes, de l'eau, tout ça là. C'est ça. Non. Ça aggrave la situation. Ça aggrave la situation. Donc, il faut bien prendre soin de l'intimité, l'hygiène intime pour la femme, c'est très important. C'est très important. Mais pas introduire toutes sortes de choses là pour avoir des effets qui sont souvent néfastes, mais apparemment qui plairaient aux hommes. Donc, il faut le faire pour ceci ou pour cela. Bon, je ne vais pas donner des détails. Exactement. On n'a peut-être pas le temps aussi. Voilà, on n'a pas le temps. Mais il faut, je crois que Dieu a créé les organes génitaux là, sains et propres. C'est ça. On n'a pas besoin d'introduire des choses dedans pour les nettoyer, pour les laver. Et en cas de complication, c'est préférable de voir un médecin. Un médecin. Plutôt que de prendre ses décisions et de faire de n'importe quoi là. Très bien. Alors, si une femme enceinte nous écoute aujourd'hui, quel conseil vous lui donnerez? La première chose que je conseille à la femme, parce que la grossesse, c'est un phénomène physiologique, mais qui peut avoir des complications qui peuvent amener à la mort de la mère ou de l'enfant. Il faut consulter une sage-femme, consulter un médecin, et ils vont vous suivre et vous dire pas à pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut prendre comme médicament. Et les médicaments, ne prenez pas n'importe quel médicament, parce que ça peut vous créer des désastres aussi. C'est ça. Très bien. Alors, on est presque en train de finir. Hein. Le temps, c'est vrai qu'on aimerait peut-être continuer encore, mais le temps qui nous est donné une autre fois, on aura une autre occasion certainement. Alors, aujourd'hui, avant peut-être de vous laisser partir, si vous avez un message à adresser, peut-être aux jeunes filles qui rêvent de devenir médecin, ce serait lequel? Et puis, à côté des jeunes filles, il y a aussi les autorités qui nous suivent, les autorités sanitaires qui nous suivent. Bien sûr. Quel message vous voudrez leur adresser quant à l'avenir de notre médecine? Quant à l'avenir de notre médecine, moi, je vais d'abord donner un premier conseil, c'est que avant de choisir la médecine, il faut aimer la médecine. Bon, aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que devenir médecin, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Excusez-moi, oui, justement, est-ce qu'on peut devenir médecin en espérant devenir riche? Est-ce que la médecine rend riche? La médecine ne rend pas riche. Si on fait des petites choses à côté, en plus, on peut devenir riche. C'est ça. Et la médecine ne rend pas riche, mais pour une raison ou une autre, les gens croient que la médecine rend riche. Et c'est vraiment dommage, parce que si c'est un métier qu'on n'aime pas et qu'on a choisi juste parce que je veux qu'on me connaisse, je veux être reconnu, je veux qu'on parle de moi, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, que je veux faire la médecine pour pouvoir arriver, ça ne sert à rien. Il faut aimer la médecine, parce que ce n'est pas une profession facile. Il faut aimer la médecine. Et s'il y a des croyants, des chrétiens parmi eux, ça, c'est une œuvre que Dieu nous a confiée, une œuvre extraordinaire que Dieu nous a confiée. Moi, j'ai toujours pris ça comme étant ce que Dieu m'a confié pour m'occuper de ces êtres humains-là. Et qu'il faut que je fasse tout pour que ces êtres humains soient en vie
tant que je peux le faire. C'est ça. Mais je ne vais pas aller négliger la vie d'un être humain au profit de mon passe-temps, moi, ou je ne sais pas, il y a des gens qui mettent l'être humain, au lieu de le mettre avant le travail, ils le mettent après. Et ça, là, je ne peux pas, j'accepte difficilement qu'on mette l'être humain après. La priorité, c'est d'abord le patient. Le patient. Très bien. On met le patient avant tout. Très bien. Oh, merci beaucoup, Dr Grace Kodindo. Je rappelle que vous êtes la première femme gynécologue obstétricienne du Tchad. Vous avez exercé pendant 50 ans. Vous avez célébré vos 50 ans de carrière il n'y a pas longtemps. Le 28 juin. Très bien, voilà. Donc vous avez célébré, c'est quand même, c'est une grâce, comme votre nom le dit, Amen. Grace Kodindo. Donc voilà, nous vous remercions d'être venu. Mais avant de vous laisser partir, on vous laisse la parole si vous avez un dernier mot à dire avant de partir. Voilà, moi, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un honneur. Je crois que si vous le faites souvent, c'est une manière d'éduquer les gens que vous êtes en train de faire. Exactement. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ne savent pas. Et quand ils ne savent pas, l'ignorance fait faire plein de choses. Donc, donner des occasions comme ça pour les informer. Bon, là, on ne répond pas aux questions, mais les gens, l'information et l'éducation, ça aide beaucoup à s'améliorer, à améliorer sa santé, à améliorer son devenir. Donc, on nous a appris à être certains professionnels pour pouvoir aider les autres. C'est notre, comment on peut dire ça, notre devoir vis-à-vis de la population, c'est de les éduquer aussi. Très bien, merci. Merci Dr Grace Kodindo. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre entretien. Nous vous remercions en tout cas d'avoir accepté notre invitation, de venir et de répondre aussi à notre question. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci.